que je vote par toi, sale sioniste de merde. La France, elle a nous. Elle a nous, la France. Au soir des attentats, mon fils me dit « Maman, quel est pour toi le moment où on sait qu'il faut partir ?» Puis il me dit « Tu crois pas que quand on commence à tuer nos enfants, c'est le signal ?» Peut-être qu'il a raison. Peut-être que quand on commence à tuer nos enfants, en effet, c'est le moment. Mais bon, on va se dire que on a malheureusement tué d'autres enfants derrière, que tout le monde ne part pas et que notre place sera encore en France. J'ose espérer qu'on ne soit pas obligé de faire un choix. Depuis le début des années 2000, une déferlante antisémite d'une rare intensité s'est abattue sur la France. Alors qu'ils représentent moins d'1% de la population française, les citoyens juifs concentrent à eux seuls plus de la moitié des violences racistes, plus de 500 en 2018. L'antisémitisme d'aujourd'hui rallie les populismes, les extrêmes de tous bords et l'islamisme radical, en recyclant les clichés les plus éculés et en les associant à un antisionisme virulent. Quels qu'en soient ses détracteurs, le juif est presque toujours au bout de la rhétorique antisioniste. La haine accompagne et justifie le passage à l'acte, jusqu'à la tragédie. Sur ces 15 dernières années, 12 Français de confession juive ont été assassinés en France. À la rencontre de cet antisémitisme nouvelle vague, nous nous sommes installés pendant plusieurs mois au cœur d'une grande ville française, Toulouse, la 4e en nombre avec ses 450 000 habitants. Toulouse, une terre d'accueil, de mémoire et de résistance, une ville à la lumière généreuse, à l'architecture rose et chantée, une ville radicale et moderne, bougée par une jeunesse qui dort peu, une ville complète qui n'a pas rejeté les quartiers hors de ses murs. Il accorde sa protection et sa bénédiction à nos soldats qui s'engagent partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Mais aussi Toulouse et sa communauté juive, incertaine de ses lendemains et profondément meurtrie depuis le 19 mars 2012. Ce matin-là, dans l'école Ozar Torah, Toulouse, la ville rose, virait au rouge sang, lors de l'attentat terroriste qui coûta la vie à Myriam Monsonego, une petite fille de 8 ans, exécutée à bout touchant, et au professeur Jonathan Sandler, 35 ans, abattu avec ses 2 petits garçons, Gabriel, 3 ans, et Arié, 6 ans. Ça fait 7 ans que Mohamed Merah a assassiné. Ça veut dire qu'il y a un passif à Toulouse, qu'il y a un traumatisme à Toulouse, et on peut espérer qu'il y ait une résilience à Toulouse par rapport à ça. Donc non, je crois qu'il faut en parler à Toulouse parce que c'est pas une ville qui répond au profil habituel des villes cumulant les difficultés économiques et sociales comme autour de Paris ou Marseille. Et pourtant, c'est ici que ça s'est produit. Et c'est ici que les gens ont déjà oublié. Pour d'autres, le deuil n'a jamais été fait. La sidération qui a suivi l'attentat a laissé place à une peur diffuse, accélérant le départ des Juifs de Toulouse, dont plus de 10 000, près de la moitié, ont quitté la ville depuis les années 90. Familles entières et surtout des jeunes. Je pense que c'est un sujet qui est déjà douloureux. Et quand les sujets sont à fleur de peau, soit les gens pèsent beaucoup leurs mots, c'est ce que j'essaye de faire moi, soit les gens refusent de parler parce que parler, c'est peut-être prendre le risque
de mal prendre le problème et de mal prendre le sujet. Et puis c'est un sujet qui a généré de la violence. La violence, ça fait peur. Une peur qui aura poussé nombre de personnes rencontrées à éviter notre caméra pour ne pas s'exposer à de possibles représailles. Une peur omniprésente qui souligne alors le courage dont ont fait preuve ces femmes et ces hommes qui ont accepté, souvent difficilement, de participer à ce film. Tous ont vécu cette bascule, cet avant et cet après qu'ils traversent et qu'ils sont venus nous raconter. Témoigner pour dépasser leurs propres peurs comme un engagement. Et pour certains, un acte de résistance. Pour les Juifs de Toulouse, évidemment qu'il y a une peur qui s'est installée chez les gens qui ne sont pas en capacité de se défendre. Évidemment qu'on dissimule son judaïsme. Évidemment que c'est quasiment impossible aujourd'hui de vivre dans les quartiers dits sensibles. Alors que c'était dans les quartiers dits sensibles qu'il y avait le plus de Juifs, parce qu'ils ne sont pas arrivés avec une cuillère en argent dans la bouche, comme les gens le racontent. Ils sont arrivés d'Algérie, ils sont arrivés du Maroc, ils n'avaient rien du tout. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Et où ils sont arrivés? On les a installés dans ces quartiers. Certains sont restés, d'autres sont partis. Mais c'est cette mixité, ce bouillon de culture, ce bouillon de religion, ce bouillonnement en général qui faisait que c'était magnifique à vivre. J'ai grandi dans les quartiers qui sont appelés maintenant quartiers défavorisés de Toulouse. Moi je suis une enfant de la cité. Quelle cité? Je suis née à Bagatelle. Moi j'ai des souvenirs d'enfance où je traînais dans les rues avec mon vélo et on sillonnait le quartier avec des amis. Moi j'ai grandi dans la rue. J'ai grandi dans la rue, sans problème. Donc l'antisémitisme n'était pas un sujet? Non, non. Non, non, pas du tout. Je suis né à la cité Bourbaki, Toulouse, quartier nord, qui est pas très loin d'ici. J'ai toujours vécu là-bas. T'es de quelle religion, toi? Ma religion? Je suis religion juive, moi. Je suis un feuge. Voilà. C'était comment de vivre... C'était comment? Ben, pareil que comme quand t'es rebeu ou quand t'es chrétien. C'était... Même souvent, on se disait, de toute façon, nous, les musulmans et les juifs, on est cousins, hein, c'est pareil. Hein. On a la même chose, hein, je vais te dire, hein, quand nos repas, les traditions... je suis un arabe juif, moi. Hein. Mes parents, ils mangeaient le couscous, pareil, on écoutait la musique arabe à la maison. Mon père, il parlait arabe toute la journée. Notre porte de la maison n'a jamais été taguée, on m'a jamais insulté. Alors, des fois, on se chambrait sur nos origines, hein, mais c'était plus genre du chambrage, comme ouais, le feuge, moi je disais toi le rebeu, toi le renois. Ouais, mais on se chambrait. Après, quand ça allait un peu trop, sur l'ordre du méchant, quoi, bon, on se défendait, quoi. Hein. Donc, à un moment donné, il fallait pas pousser le bouchon un peu loin, quoi. Il le savait. On mettait pas en avant plus que ça. On vivait notre judéité, notre judaïsme à la maison. On faisait les fêtes. Moi, des fois, je me promenais avec la kippa quand c'était les fêtes pour monter chez mes grands-parents dans la cité. Mais jamais quelqu'un m'a dit sale juif ou quoi. Quand mon père est décédé, on a fait la veillée de mon père à la cité. Tous les gens du quartier sont venus à l'enterrement de mon père, tous. J'ai grandi à la cité, oui. Bourbaki, cité HLM, de 0 à 26 ans. Vous connaissez Bourbaki, vous? Oui. Je travaillais à côté de là-bas. Je passais quand j'étais petite devant pour aller à mon école primaire. Et mamie, elle me gardait là-bas. Elle me montrait tous les jours l'appartement. Il y avait des blacks, il y avait des portugais, il y avait des arabes, il y avait des juifs, il y avait des musulmans, des athées, des catholiques. On était tous des enfants de la cité, donc il n'y avait pas de différence entre l'un et l'autre. On était tous dans la même situation de précarité, le plus souvent. Une précarité qui était plus grande chez certains et moins chez d'autres, mais c'était quand même précarité, qu'elle soit financière ou sociale, donc voilà. Et on était tous des enfants de la cité, quoi. C'était la même famille. Moi, j'ai rencontré le rabbin Matuzov au moins une fois par mois, voire plusieurs fois par mois. Et il pouvait parler à ma place, et vice-versa. On parlait du judaïsme, on parlait d'islam, et on voyait combien on avait à partager. Ça, c'était pour moi beaucoup plus important
Moi, je pouvais, je n'ai pas son numéro, mais je pouvais téléphoner à Matuzov comme je téléphonais à un ami. Voilà. Parce qu'on se connaît, parce qu'on se fréquente, parce qu'on se fait confiance. Voilà. Et puis, il a fallu que 2 générations avant nous, 3 générations avant nous, eh ben on s'intéresse au conflit du Proche-Orient. Israël est un département grand comme la Haute-Garonne. Et qu'on dise que c'était la pierre angulaire de toutes les confrontations, de tous les rapports humains, etc. Et on a des gens qui étaient des musulmans, amis de ma famille, amis de plein de gens, qui se sont retrouvés pris en otage par ça. Mais alors les juifs, n'en parlons pas. Mais aussi des amis musulmans qui se sont retrouvés, où on leur disait, mais comment... ça a faussé les rapports. Et on a construit des digues et des murs là où il n'y en avait pas. Je soigne une jeune femme, une trentaine d'années. Elle vient d'une famille au départ catholique, assez antisémite d'ailleurs, me dit-elle. Et elle s'est convertie pour épouser un concitoyen musulman, très investi. Elle décide de se consacrer à l'accueil de femmes algériennes arrivant dans les années 90. Et il faut savoir que donc il y a eu une guerre civile atroce en Algérie, avec 200 000 morts, et que sont arrivés à la fois des gens qui fuyaient les islamistes et d'autres qui étaient eux-mêmes islamistes. Et elle, étant très pratiquante, a accueilli ces femmes algériennes. Et elle m'a dit quelque chose, et j'aurais dû y prêter attention. Elle m'a dit, mais vous savez, docteur, pour toutes ces femmes qui arrivent, tous les non-musulmans sont juifs. C'est-à-dire que tous les gens qui habitaient en France, mais qui n'étaient pas musulmans, étaient tous des juifs. Je me souviens très bien en 95, l'attentat de Villeurbanne. Je suis à l'école juive à Toulouse et les policiers arrivent et je demande à la maîtresse, ils sont là pour quand? Ils sont là pour quoi? Et la maîtresse un peu embêtée, puis on sentait qu'il y avait une tension, on savait qu'il s'était passé un truc. Et elle me dit, oh, ils sont là pour la semaine. Et en fait, je me suis aperçu que... Alors j'ai été dans le public après, puis je suis retourné dans le privé confessionnel, j'étais à Haute-Saratora, et en fait, je me suis aperçu que ces voitures, elles sont jamais parties. Que les voitures de police devant les écoles juives, elles sont jamais parties depuis 95. Alors bien sûr, il y a eu peut-être des petites périodes où elles n'étaient pas là, mais ne serait-ce que dans la tête des élèves, elles ont toujours été là. On était dans une sorte d'une inversion de valeurs. Dans le sens où on savait que si on voyait une voiture de police, elle était là pour nous protéger d'autrui. Elle était là pour nous protéger de l'extérieur. Elle n'était pas là pour nous empêcher de faire les bêtises que tous les adolescents font. Je suis né à Toulouse. Je suis né d'une famille d'immigrés. À mes 3 ans, j'ai rejoint une famille d'accueil. 13-14 ans, j'étais un peu perdu, je voulais savoir un peu qui j'étais. J'ai fait mes valises et je suis parti. Me voilà dans la vie à Toulouse, livré à moi-même, à me débrouiller pour vivre. Première affaire, juge d'instruction, criminel. 2001, j'ai vu le 11 septembre, j'ai vu des gens qui avaient des photos de Ben Laden en cellule. À partir du moment où Ben Laden il arrive à la télé après le 11 septembre, il a dit on va faire la guerre aux juifs et aux cofrades. Mais moi, je me suis demandé qu'est-ce qu'il va y avoir des juifs là-dedans. Tu vois ce que je veux te dire? Mais moi, je me suis dit, mais pourquoi des juifs? Parce que c'est un fonds de commerce, mon frère. J'ai senti une petite évolution après Ben Laden, là, en 2001. Ben Laden, on le voyait comme c'était un super gangster qui avait réussi à défier les États-Unis, quoi, la suprématie mondiale, quoi. Dans le discours avec mes potes, il n'y avait pas encore de ce discours-là d'extrémiste, d'islamisme radical et tout ça. C'est des choses qui nous animaient pas dans nos discussions, si tu veux. On en parlait, des fois même on parlait d'Israël et tout ça, mais sans que ça devienne un discours antisémite ou de haine ou de rejet pour les juifs, ou tu vois ce que je veux dire.
Moi, j'ai vu le virage en 2000, oui. J'associe ça, moi, à l'intifada, par le biais de réflexions, d'un petit malaise qui a commencé à s'installer au niveau des enfants, qui commençaient à subir quelques réflexions dans les cours de récréation. Pour moi, ça a été un virage et un changement de situation, où on a commencé un peu à tout mélanger, et où je pense que le conflit israélo-palestinien a commencé à avoir des répercussions sur notre situation ici. Je l'explique comme ça. Je l'explique comme ça, où on a commencé à faire des amalgames. Le gros mot. Voilà. Quel type d'amalgame? Non, c'est-à-dire que où on a impacté la communauté juive française de la politique israélienne, on a fait subir à la communauté française ce qui se passait en Israël. Voilà ce qu'il reste du jardin d'enfants d'une école confessionnelle juive située près des quartiers nord de Marseille. Le bâtiment préfabriqué a été détruit par un incendie dans la nuit de L'école samedi. juive de Créteil, une salle de classe a été totalement détruite. Voilà l'état dans lequel on l'a trouvée le matin du 31 décembre. Pour l'instant, les auteurs de l'incendie... Je tiens à dire clairement qu'il n'y a pas de poussée d'antisémitisme en France, que rien ne permet d'étayer ces affirmations. 3 agressions depuis le début de ce week-end. À Toulouse d'abord, c'est une boucherie cachère qui a été prise pour cible. La surveillance a été renforcée. Il ne reste rien de la synagogue des Cailloles dans l'un des quartiers est de Marseille. La police judiciaire a été chargée d'une enquête. La petite communauté qui fréquentait cette synagogue est après l'incendie du lycée juif de Gagny en Seine-Saint-Denis. Moi, je vois le tournant de notre pays quand on découvre les chiffres des actes antisémites dans notre pays sous le gouvernement de Lionel Jospin. 500 actes antisémites en France, 600, plus encore. Et là, paralysie du gouvernement. On a dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour réagir? Il y a un problème grave, et c'est un nouvel antisémitisme. Nous, comme on est touché au cœur, on le réalise immédiatement, on le diagnostique immédiatement. On sait quelles sont les causes. Les causes, c'est un échec de l'intégration de l'immigration maghrébine et une sensation, au départ, d'une population à 2 vitesses, où nous serions, entre guillemets, nous, je dirais, l'incarnation des privilégiés de toute une société française. Hein, nous serions la pointe d'élite de toute une société française qui a tout. Et puis cette immigration maghrébine qui n'arrive pas à s'intégrer dans le pays. C'est dans les années, là aussi, fin des années 80, etc. Il n'y arrive pas et donc il faut un bouc émissaire. En France, en Europe, l'antisémitisme a toujours été là. Et le problème, c'est qu'ici en France, il est ancré. C'est pas arrivé au stade de ma génération. Les gens dans les quartiers, de toute façon, ils sont à l'image de la France, même s'ils pensent ne pas en faire partie. Point barre. Ils sont racistes, comme la France leur a appris à l'être. Ils sont antisémites, comme la France leur a appris à l'être. C'est point barre. Et ils peuvent rejeter tous les schémas qu'ils veulent. Au final, leur propre façon d'agir aujourd'hui, le rejet qu'ils ont de tout ça, c'est le rejet qu'ils ont subi depuis qu'ils sont petits. C'est aussi simple que ça. Rajoute ça, les conflits israélo-palestiniens, des gens, des forces qui viennent en sous-main, des faux prêcheurs, des faux imams. Rajoute ça à nos propres frustrations. On te dit en France, il n'y a que les juifs qui réussissent. Ça résonne dans la tête d'un mec qui grandit. C'est les Français eux-mêmes qui disent ça. C'est pas nous. Tu vois ce que je veux te dire? En France, on te dit, les juifs, c'est le show business, c'est l'argent, c'est la finance, c'est la banque. Point barre. Depuis le quartier de la Reinerie, depuis le Mirail, il y a eu un avant et un après, ce sont les émeutes de 2005. Après 2005, on a senti que le climat se tendait. On a entendu parler de Dieudonné. Dieudonné revenait sans cesse sur la table, il chauffait les esprits, hein, pour prendre cette formule, et surtout des jeunes. Voilà. Et là, on a vu qu'on versait vers autre chose, quoi, hein. On n'était plus dans une rhétorique antisioniste, classique. On était dans autre chose et donc, moi, je l'ai perçu. Je l'ai perçu et je me souviens même d'un témoignage d'un jeune stagiaire qui travaillait avec nous et qui nous a dit, qui nous a alertés sur cette question, quoi. Où il n'était plus question, de défendre la cause palestinienne. Il était question
excusez-moi, mais de casser du juif. Et je pense d'ailleurs à un Palestinien qui disait, mais est-ce que toutes les personnes qui défendent mon pays le font par amour de mon pays ou ils le font par haine du juif? On a tué Ilan Halimi dans des conditions absolument abominables, uniquement parce qu'on pensait que les Juifs avaient de l'argent. Ça a été horrible à vivre. J'ai pas senti de mouvement dans la société aussi fort que celle que nous avons ressentie dans nos communautés partout en France devant ce drame. Il révélait à la fois la mort d'un jeune, avec un préjugé antisémite, et puis on basculait dans quelque chose d'encore plus violent qu'auparavant, c'est-à-dire en dehors des paroles, il y avait les actes, et des actes particulièrement odieux. Dans les périodes précédentes de l'attentat, est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on pressent quelque chose? Moi, j'ai pas senti de... Oui, il y a eu Ilan Halimi, mais c'est comme partout, si tu veux. Il se passe un truc, il y a un acte antisémite, on est là, on est frères de sang, on compatit, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais tu te dis comme tous les êtres humains, mais oui, mais ça s'est passé là, mais ça se passera pas là. Mais ça s'est passé là. Quand on voit la violence avec laquelle le tueur a attrapé une petite fille par la queue de cheval pour tirer une balle dans la tête, qu'est-ce qui présage des mois ou des semaines avant? Rien ne présage une telle barbarie. Il y a un mal profond qui traverse la société française de cette vindicte anti-juive. Et donc, à travers ce qui s'est passé, Toulouse a été la vitrine de cette monstruosité. Mais avant cela, jamais j'aurais pu imaginer que Toulouse, plus que Lyon ou Paris, soit habité par de tels démons, quoi. Voilà. Ce jour-là, j'ai eu l'impression que l'histoire frappait à ma porte et que tous ces conflits mondiaux étaient tout d'un coup réunis ici. Je crois de toute façon que ce qui s'est passé à l'échelle de ma rue, elle s'est ensuite passée à l'échelle de la France. Je suis rentrée dans l'école. On a entendu plein de petits bruits qui partaient dans tous les sens. Et on pensait au début que c'était des pétards, parce que c'était la fin de pourri, mais qu'on pensait que c'était ça. Et on a vu... j'ai vu 2 filles arriver devant la classe où on faisait la prière du matin, qui nous disaient qu'il y avait un mec avec une arme dans l'école. Et d'abord, c'était improbable, parce que c'était improbable que ça puisse arriver. C'est la chose la plus... Attends. Je peux plus parler. J'y arrive pas. La police scientifique est déjà là. Et je me dirige vers le réfectoire où ont été réunis les enfants. Parce qu'ils s'étaient cachés, ils s'étaient dispersés. Je suis autorisée à leur parler et ils ne peuvent pas avoir accès à leurs parents. Et leur visage se tourne vers moi. Ils sont très blancs, très calmes, étrangement, après ce qu'ils viennent de vivre. Et je ne sais pas quoi leur dire, sauf une phrase. C'est la première qui me soit venue à l'esprit. Et c'est terrible parce que cette phrase, c'est en yiddish, c'est « Schwer zu sein Yid ». Et je leur dis en français « Je suis désolée que vous ayez appris si jeune à quel point il peut être dur d'être juif. Et maintenant, il faut que vous parliez
que vous parliez, que vous parliez. Ils étaient tellement muets. C'était leur silence qui était incroyable. Comme le silence des parents. Le moment où les parents les ont pris dans les bras, c'était quand même quelque chose. Et puis là, ça a été cette immense sidération. Je pense que les élèves n'ont pas tout de suite compris que c'était des gens comme eux, des enfants qui avaient été assassinés. Ils ont vu le côté, on parle de Toulouse à la télé. Et puis tout de suite le côté aussi un peu fanfaron, mais fanfaron factice. C'est-à-dire, waouh, Mohamed Merah. Et puis s'il fait ça au nom de l'islam, c'est que l'islam est puissant, vu que l'islam agit, vu que l'islam arrive à passer à la télé, vu que l'islam arrive à se faire déplacer le raid. Ça, c'était voilà, mais simplement en disant aux gamins le nom des enfants, le prénom de ces enfants, leur âge. Mais il n'y en a pas un seul qui a pu après dire waouh ou être content. Mais il a quand même fallu créer cette empathie, comme si elle n'était jamais naturelle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé tout de suite, la compréhension vers le tueur. Même Bayrou, un soir de meeting à ce moment-là, qui dit direct, il ne faut pas stigmatiser une population. Mais c'est lui qui crée le lien entre les Arabes, les musulmans, et cet assassin d'enfants, Mohamed Merah. On ne lui demandait pas de faire le lien. Ça, personne ne pensait à incriminer tous les musulmans. C'était un acte tellement monstrueux, tellement monstrueux. Ah. Eh ben non, cette empathie, on a l'impression que quand ça touche quand les victimes sont juives, on a l'impression qu'il faut la construire. Elle n'est pas spontanée. Elle vient dans un deuxième temps. Elle vient comme une construction intellectuelle. Alors que non, elle doit être spontanée, pleine, entière, totale, sans discussion, indiscutable. Au lendemain des attentats, est-ce que Matuzov, par exemple, vous lui avez exprimé votre solidarité? 2012, je ne peux pas, je me souviens vraiment pas. Je ne pense pas l'avoir fait, mais moi je retournais la question. Ça c'est Toulouse même, effectivement. S'il y a eu quelque chose sur Toulouse, un événement, est-ce qu'on nous a contactés? Voilà, la question elle est là aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas de... Pas tous les jours trois enfants qui meurent. Même un seul suffit. Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'y a pas de relation téléphonée pour dire je suis solidaire avec vous, moi j'y crois pas. J'ai été confrontée à des réactions qui m'ont surprise et qui m'ont blessée. Il m'est arrivé de discuter avec des personnes qui disaient ben oui, mais moi, dans ma rue, il y a une prostituée qui est morte et personne n'en a parlé autant. Évidemment, il y a eu la question du conflit israélo-palestinien. Et moi, ce que je ressentais, c'est qu'en fait, pour moi, il devenait secondaire. Il était importé ici et que dans ce qui s'était passé, pour moi, ça n'avait pas lieu d'être. Mais autour de toi? Autour de moi, on en a débattu. Et moi, j'ai essayé d'expliquer qu'en effet, c'était pas la même chose. Et que c'était peut-être un alibi ou une instrumentalisation. Et qu'en effet, on pouvait continuer à dénoncer la politique de Netanyahou tout en étant en empathie avec des enfants qui s'étaient fait assassiner parce qu'ils étaient juifs. Tu as entendu des gens pouvant justifier ou expliquer ou... Non, pas justifier, pas parmi mes amis. Non, expliquer. Oui, en essayant d'essayer de remonter d'où ça venait, pourquoi c'était si présent. Oui, et oui. Il y a ce confort intellectuel qui fait que nous ne voulons pas voir ce qui est devant nous. Donc il y a peut-être une responsabilité de notre part. Et après, la responsabilité dans ce drame, cette tragédie, cette horreur, il y a quand même en amont une idéologie de mort qui est à l'œuvre, et qui travaille, Il y a des gens, c'est des détonateurs, c'est leur métier. Ils connaissent les problèmes de ces jeunes, que ce soit de ce côté de la Méditerranée ou de l'autre, ils connaissent leurs parents, ils connaissent l'immigration, ils connaissent la religion, ils connaissent l'absence de contrôle de la religion, l'absence d'encadrement de la religion musulmane, l'absence de financement aussi, on peut en venir là. Ils jouent de toutes ces failles. Ils connaissent
Le sentiment d'exclusion dont sont victimes ces gens, donc oui, forcément, c'est détonateur. La plupart des musulmans sont tombés de nus. Moi, j'étais convaincu, à tort, que c'était l'extrême droite. J'étais convaincu. Et quand j'ai entendu ça au début, bon, bien sûr, les gens pensaient que c'était un complot, qu'on a monté encore ça et que ce n'est pas là, voilà, que c'est les renseignements généraux qui l'ont utilisé, ceci, pendant longtemps, je vous assure. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, même le 11 septembre, là, les gens continuent à penser que c'est un complot. Parce qu'ils n'en croyaient pas leurs oreilles. S'attaquer à une synagogue, je veux dire, c'est s'attaquer à des enfants, même juifs ou pas juifs. C'est quelque chose, je pense, qui n'a jamais été dans une culture musulmane. Et donc, on se demande d'où ça sort, ça. Je pense que les gens ont eu beaucoup de mal à comprendre d'où cela pouvait venir. Et donc, ça remet en cause. Ça veut dire qu'on est dans les quartiers, finalement, on découvre, comme tout le monde, le mal qu'il y a chez nous ou en nous. Sans pour autant, et ça, je pense que les gens continuent à essayer, de comprendre comment se fait-il que nous avons mis au monde des gens qui ont compris ça parce que c'est un échec. Je pense que ces motivations, c'est d'abord l'antisémitisme. Cette espèce de jalousie, cette espèce de frustration, cette espèce d'échec. Voilà, c'est d'abord ça. Et après, on y ajoute une motivation géopolitique quasi, je dirais, c'est une coquetterie. C'est pas ça la réalité de sa motivation. La motivation, c'est pas le sort des Palestiniens. Sinon, il tuerait tout le monde. Il tuerait pour le sort des Syriens, il tuerait pour le sort du Daghestan, du Timor oriental, il tuerait pour tout le monde. Il tuait pas pour ça. Il tuait parce qu'il était antisémite. D'ailleurs, quand on s'insurge aujourd'hui sur le conflit du Proche-Orient, c'est parce que ce sont des juifs qui sont en face des musulmans palestiniens. Parce que sinon, est-ce qu'on s'insurgerait contre les chiites quand ils tuent des sunnites? Est-ce qu'on s'insurgerait contre les chrétiens ou les hindous quand ils tuent d'autres musulmans? Non. C'est parce que ce sont des juifs. Donc, le terreau, la motivation principale, c'est l'antisémitisme. C'est pas d'aimer tel ou tel frère musulman. Votre drapeau, c'est tout. Moi, je ne veux pas avoir de drapeau nazi, je ne veux pas avoir de drapeau israélien, c'est tout. Moi, je ne veux pas avoir ces drapeaux. Vous êtes des communicateurs, des criminels, vous êtes des voleurs, franchement, on a besoin de vous exterminer. Ça ne peut même pas exister. Alors, moi, face à la question d'islamisme radical à Toulouse, les politiques, et là, pour le coup, c'est transpartisan ce que je vais dire, ils ont un petit côté Don Quichotte. Dans le sens où ils refusent de voir le réel et ils préfèrent sauver leur idéologie. Leur idéologie, c'est l'antisémitisme, ce n'est le fait que de certains énergumènes, pour reprendre la formule de Jean-Luc Mélenchon. Et le réel, c'est pas ça. Le réel, c'est qu'aujourd'hui, il y a des quartiers à Toulouse où il ne fait pas bon d'être juif. Le réel, c'est qu'à l'université de droit de Toulouse, eh bien, on peut avoir des tags avec écrit « mort aux juifs, mort aux crifs », avec des croix gammées. Et quand vous y travaillez, ça vous fait bizarre d'arriver dans un endroit et où on appelle à votre mort. Et que la seule réaction de l'autorité, la seule réaction des pouvoirs en place, c'est le silence, et c'est le silence gêné. Mes félicitations à la jeunesse de ma patrie qui a su se mobiliser en défense des malheureux victimes de crimes de guerre à Gaza. Ils ont su se tenir dignes et incarner mieux que personne les valeurs fondatrices de la République française. Ces valeurs sont que nous sommes toujours du côté du faible et de l'humilié, parce que nos valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité, pas la paix aux uns, la guerre aux autres. Nous ne croyons pas au peuple
supérieurs aux autres. Je voudrais dire au CRIF que ça commence à bien faire. Les balayages avec le rayon paralysant qui consiste à traiter tout le monde d'antisémite dès qu'on a l'audace de critiquer l'action d'un gouvernement. Nous en avons assez, je veux vous le dire. J'en ai assez de voir que vous m'accusiez d'antisémitisme. Historiquement, on votait à gauche chez moi. On votait à gauche. On était des inconditionnels de la laïcité. On était des... Non, ma famille était très à gauche. On a voté Mitterrand, on a voté jusqu'à... Oui, on a tous voté à gauche. Jusqu'à ce que la situation se complique pour nous. Après, quand la politique de gauche devenait un petit peu ambiguë vis-à-vis d'Israël. C'est un argument électoral? Ben, quand ça nuit à la sécurité des Juifs en France, oui. Oui. Moi, je vis en France. Je vis en France. Pourquoi m'assimiler à la politique israélienne? Ce qui se passe en Israël ne me regarde pas. Moi, je ne vote pas en Israël. À mon sens, on n'a pas à m'associer à ce qui se passe en Israël. On me prend comme une personne française, juive, avec des convictions qui sont ce qu'ils sont, mais je n'ai pas à être le représentant en France de ce qui se passe en Israël et d'en subir les conséquences. Sous prétexte de condamner la politique d'Israël, on a souvent, dans certains milieux de la gauche, on a souvent versé vers un antisémitisme, il faut le dire, quoi. Et c'est vrai qu'on a vu toutes ces dernières années, on a entendu des choses quand même étonnantes, quoi. Hein. C'est-à-dire que le nom même d'Israël est devenu un sujet d'aversion, quoi. Et donc il y a une rhétorique antisioniste qui finalement laisse la place à quelque chose de beaucoup plus inquiétant, quoi, hein, qui est la détestation d'Israël, quoi. Et à travers Israël, la détestation, pardon, j'ose pas dire du juif. Regarde l'extrême gauche, qui sont censés défendre les droits, Ils sont antisémites, les mecs. On est d'accord? Les mecs, ils sont contre Israël, pire que même nous. C'est un truc de ouf. Voilà. Moi, les premiers trucs, la première fois que j'ai appris le mot sionisme, je devais avoir 13-14 ans. Et à l'époque, il y avait des cabines téléphoniques, tu sais, à carte. Je partais à la cabine téléphonique et tout le temps, quand j'ai téléphoné à cette cabine, il y avait tout un autocollant non au sionisme. Non au sionisme, non au sionisme. Tu crois que c'est qui les collait les autocollants comme ça? Mais c'est les gens d'extrême gauche. C'est pas des mecs de quartier qui voyaient dans les centres-villes, coller ça sur des. C'est les petits étudiants, ouais, avec leurs pantalons, là. Ben voilà, tu vois le délire. Non au sionisme. Mais le non au sionisme, aujourd'hui, est devenu non au juif. Sans éducation derrière, sans expliquer qu'est-ce que le sionisme. On n'aura jamais expliqué ça. Donc, du coup, ils font des raccourcis, comme les jeunes moins cultivés, on fait des raccourcis. Les juifs, c'est Israël, et Israël, c'est les juifs, et voilà. Toutes les études historiques ont toujours montré que les mouvements d'extrême gauche étaient très proches sur ce terrain-là de l'antisémitisme de l'extrême droite. Ça va leur déplaire s'ils entendent ça, sauf que c'est une réalité historique et intellectuelle depuis toujours. Et puis, après, je sais que beaucoup d'entre eux, dans la France insoumise et autres, ne sont pas antisémites. Je peux pas, ça n'a pas de sens de dire aujourd'hui que ces gens-là sont antisémites, pas du tout. Ils ont été souvent les premiers à être dans les combats de lutte contre toutes les formes de racisme. Voilà, mais je leur dis juste de faire très attention, parce que parfois noyautés ou parfois tentés par des visions un peu électoralistes, court-termistes, où ils voudraient voir l'électorat des banlieues se substituer à l'électorat prolétariat ou salarié, ouvrier, une opportunité pour survivre politiquement. Je leur dis, faites attention, ne vendez pas votre âme au diable. Il y a des digues infranchissables, comme je disais, il y a des barrières à ne pas sauter, à ne pas franchir. Et il faut rester droit dans ses bottes sur ces questions de valeurs fondamentales qui font notre République et notre histoire. D'abord, moi je ne crois pas qu'on puisse être de gauche et antisémite. Par principe. Si on est de gauche, on est dans le camp de l'émancipation humaine et
On se bat pour l'égalité et on se bat pour faire en sorte que l'égalité dans les textes devienne l'égalité dans les faits. Donc s'il y a des gens qui se revendiquent de gauche ou d'extrême gauche, je ne sais pas, moi je ne considère pas que la France insoumise est d'extrême gauche, et qui en même temps théorisent un discours antisémite, il faut être clair, ils se sont trompés de boutique. C'est pas là qu'il faut venir. Ça, je crois que c'est assez clair. Maintenant, est-ce que une partie de la gauche ou l'extrême gauche a une forme de complaisance avec l'islamisme radical? C'était ça votre question. Je vais répondre, mais je pèse mes mots. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait une erreur. Et qui, à mon avis, est justement une erreur pas de gauche. Qui est une erreur d'essentialisation. C'est de considérer que telle personne, parce qu'elle a telle religion, vous allez pouvoir faire vibrer ce qu'il y a dans sa tête. C'est-à-dire, les gens, ils sont bien, ils ont envie de faire du bien. Vous pensez que vous allez faire vibrer ce qu'il a dans sa tête en parlant et en le mettant dans une case et dans une catégorie. Et que, pour être clair, que les gens des quartiers populaires, parce que pour la plupart ou pour certains d'entre eux seraient de religion musulmane, pour leur parler, il faudrait avoir une forme de complaisance avec un islamisme qui n'a rien à voir avec la religion musulmane. Je pense que les gens qui font ça font une grave erreur. À partir de quel moment peut-on qualifier un crime d'antisémite? Le 4 avril dernier, Sarah Halimi a été tuée dans son appartement de Belleville dans des conditions particulièrement atroces. Santé Mireille, viens prendre ton verre. Mireille Knoll avait 85 ans. Ce 23 mars 2018, son corps a été retrouvé par les pompiers dans son appartement à moitié ravagé par les flammes, assassiné à coups de couteau. Peut-être plus qu'un sentiment d'abandon, c'est un sentiment d'incompréhension. C'est un sentiment d'incompréhension parce que je me dis, parfois, ne serait-ce que nommer les choses, c'est impossible. Ne serait-ce que dire, bah ouais, là, on est face à de l'antisémitisme, clairement. C'est impossible. Et cette incompréhension-là, elle ne conduit même pas à un sentiment d'abandon, mais c'est plus un sentiment de colère. أخبرنا بالمعركة الفاصلة المعركة الحاسمة لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون يهود فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث رواه الإمام مسلم وهذه نبوءات موجودة عند النصارى وعند اليهود. Ce qui m'a personnellement très perturbé, c'est quand il y a eu les déclarations de quelqu'un que je considérais qu'il était un ami, on échangeait beaucoup, il était également aumônier des hôpitaux. Je parle de l'épisode qui n'est pas encore fini, de l'imam Tataï, et d'entendre qu'il fait des déclarations sous prétexte de citer un hadith ou quelque chose du Coran, qu'il faut à la fin des temps tuer tous les juifs. C'est évident que c'est des choses qu'on ne peut pas accepter et qui continuent à nous affecter très profondément. La question, elle n'est pas tant qu'il l'ait fait, mais c'est comment il a pu se permettre de le faire dans... Honnêtement, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Et je ne comprends pas et personne ne comprend. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'en ai discuté avec beaucoup, personne ne comprend.
Qu'est-ce qui est arrivé? Honnêtement, je ne sais pas. Et je ne l'ai pas vu, même de vue, depuis des années. Pour tout vous dire. Mais intellectuellement parlant, comment arriver, dans quel contexte il a dit, je vous dis, je ne l'ai pas écouté. Mais personnellement, je le ferais, je ne l'aurais pas fait. Et je n'ai vu personne qui le ferait. Voilà. Est-ce que le juif, dans vos prêches, a une place? Est-ce que vous en parlez? Bien sûr que j'en parle. Heureusement. Heureusement que j'en parle. Moi, quand je parle de juifs, je veux dire, on ne peut pas parler d'islam sans parler de juifs. Parce que le Coran fait beaucoup de références à ça. Mais souvent, ce n'est pas malheureusement ce que l'on va prendre, des gens qui ont désobéi à Moïse, etc., etc. Mais c'est souvent Moïse qui, comme vous le savez très bien, c'est le prophète le plus cité dans le Coran. Et ça me donne justement, quand je jeûne moi-même, j'appelle les gens à jeûner, les jours, par exemple, c'est pas forcément les mêmes dates, donc de Ashura, par exemple la sortie d'Égypte, etc. Il y a combien de références? Je dirais, si on enlève Moïse, Jésus et les fils d'Israël du Coran, il ne va pas rester grand-chose. Donc je ne peux pas ne pas en parler. Mais toujours, c'est pour dire, les meilleurs, ce sont les prophètes, parmi lesquels Dieu a choisi le peuple d'Israël. C'est pas moi qui l'ai dit, ça c'est Dieu qui l'a dit. Il a choisi, donc qui est choisi est forcément éprouvé. Donc moi j'essaie de tirer les leçons. C'est pas le juif en tant que tel. Si le juif a été choisi, c'est que Dieu lui a envoyé une révélation et il lui a donné les moyens, mais en même temps il est éprouvé, forcément. Je veux que notre communauté soit mieux armée pour affronter les dangers. Donc sécuriser nos bâtiments, se préparer au pire, à de nouveaux attentats. Et donc je veux que ma communauté soit organisée de cette façon. J'ai conscience que je suis un président du CRIF qui a pour vocation à gérer une partie d'un déclin. Je ne vois pas comment on peut inverser la tendance. Donc je fais en sorte, et je veux faire en sorte à l'avenir, que les choses se passent le mieux possible, le plus longtemps possible et le mieux possible. Mais évidemment, si vous me posez la question de savoir si je suis optimiste ou pessimiste, je suis évidemment pessimiste. Pas évidemment pessimiste parce que juif, évidemment pessimiste parce que responsable d'une communauté dans laquelle il y a de plus en plus de départs et de moins en moins de confiance et d'espérance dans ce pays. La norme, c'est plus la sécurité, c'est plus la vigilance. Aujourd'hui, la norme, c'est la peur. Aujourd'hui, tous les parents qui mettent leurs enfants à l'école juive se posent la question. Et la question qui se pose, c'est pas de savoir quelle sera la nature du goûter. La question qui se pose, c'est pas de savoir si les sorties scolaires, elles seront sympas. La question qui se pose, c'est de savoir si l'école, si la vitre de la classe, elle est blindée, et si elle est blindée, elle arrête quoi? Je veux dire, le jour où moi j'ai vu des amis à moi qui ont des enfants me parler de verre NATO, c'est le verre blindé qui est utilisé dans les ambassades, je me suis dit qu'il y avait un vrai problème à Toulouse et qu'on a un vrai problème en France. Si on est obligé de protéger des enfants de 3 ans, ou des enfants de 2 ans, ou des enfants de 5 ans, ou même des enfants de 18 ans avec du verre blindé, c'est qu'on a franchement raté quelque chose. On arrivait en voiture et les gens de la sécurité ouvraient la portière, prenaient la gosse, entourés de 2 militaires, et ils les faisaient rentrer en corridor derrière les grilles du lycée. La première fois, je me suis arrêtée, j'ai déposé ma fille, j'ai essayé une petite plaisanterie pour décontracter un petit peu la situation. Je me suis arrêtée 10 mètres plus loin et j'ai pleuré. J'ai dit, on est où? On est où? Je ne fais que déposer mes enfants à l'école. C'était assez choquant. On s'est dit, on les dépose, on va les retrouver. Oui, certainement, peut-être. C'est bon. Moi, mes enfants grandissent avec des militaires
devant leur porte. Donc c'est toute la rue qui est impactée. C'est pas seulement l'école juive. Donc ce que vivent les personnes juives, les autres personnes autour, en fait, le vivent aussi. Il ne faut pas se leurrer et croire que ça concerne que les personnes juives. On est tous impactés. Et ce que je ne veux... Dans la rue. Oui, mais à l'échelle d'une France, on est à côté. Mais donc c'est se mettre des œillères pour moi. C'est se mettre des œillères. Qui se met des œillères? Nous tous. C'est vous aussi qui éprouvez un manque. Vous les fréquentez pas. Vous en connaissez pas des personnes de confession juive. Les juifs, ils ont mis, même les non-pratiquants, ont mis leurs enfants dans les établissements privés catho, les établissements privés confessionnels juifs, ou alors dans les établissements du centre-ville. Et je leur en veux pas. Et il faut toujours choisir le meilleur pour son enfant. Mais la conséquence inattendue, c'est que ce sont des parents laïcs qui ont mis leur enfant dans des établissements confessionnels religieux et qui vont donc avoir des enfants plus pratiquants que eux ne l'étaient, et juste pour les protéger. Et je trouve ça terrifiant. Terrifiant, et quand j'en parle à mes élèves, eux-mêmes, ils gardent le silence et ils se disent « Mais c'est vrai, comment ça se fait qu'il n'y a pas de juifs ?» Alors j'ai une élève qui me disait « Mais ils se cachent. Ou alors ils sont discrets. » Et un autre lui dit « Mais pourquoi ils se cachent et ils sont discrets ?» Donc ça les travaille. Et après ils se rendent compte « Oui, c'est vrai. » Ils peuvent identifier plein de communautés, de la diversité de partout, mais non, ils ne connaissent pas de juifs. Est-ce que vous mettez toujours votre étoile jaune? Est-ce que dans votre école juive, il y a une femme voilée qui arrive? Qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va se passer si Est-ce que vous êtes pour la laïcité? Si vous êtes pour, vous nous expliquez pourquoi? Vous avez réagi comment quand vous avez appris ce qu'ils avaient fait, le gang des barbares? Comment on appelle vos chefs chez le juif? Le chef de la religion. Alors, Enzo? Est-ce que lors de votre jeunesse, ou même il n'y a pas longtemps, est-ce que vous aviez peur que quelqu'un vous agresse à cause de votre religion ou... Votre religion célèbre qui sont juifs. Vous avez dit Gad Elmaleh, c'est un comédien juif, mais il n'a pas eu du mal à être célèbre. Il y a une nécessité, c'est d'être le plus discret possible sur son appartenance religieuse, je dirais, affichée. Alors oui, il y a des familles qui ont été contraintes de retirer la fameuse, vous savez, la mezouza, ce petit parchemin qui est à l'entrée des maisons pour protéger les maisons. D'autres ont été contraints, obligés de mettre des casquettes pour ne pas afficher une kippa. J'ai été amené souvent à assurer la protection de mes rabbins qui circulaient Shabbat parce qu'ils étaient insultés ou crachés dessus dans la rue. J'ai été contraint à déménager beaucoup de familles des quartiers dits sensibles, et parfois même pas dans des quartiers sensibles, dans des résidences, dans des communes aux alentours de Toulouse, parce qu'elles vivaient un antisémitisme et que donc elles étaient obligées de se cacher, ou que dès lors qu'elles étaient dévoilées, comme si c'était le drame, elles avaient une vie très difficile. Donc oui, je constate de plus en plus la nécessité d'un judaïsme clandestin. Je constate de plus en plus la nécessité, pour améliorer la qualité de vie et éviter de subir les insultes, de ne pas être un juif, je dirais, sur la place publique. Je ne peux pas dire personnellement que j'étais frappé, mais par contre, des insultes et des crachats, c'est le phénomène de tous les jours. Je veux dire, ça touche vraiment des jeunes plutôt de tendance peut-être islamique. Ça m'est arrivé de m'arrêter et de leur dire oui, Allah Akbar, oui, il est grand le Dieu. Et là, ils deviennent eux-mêmes tétanisés. Quand j'ai vu qu'ils sont pas trop dangereux, ils me crient Allah Akbar, j'ai dit oui, il est grand. Oui, il est grand. Qui? J'ai dit le Dieu. Et là, où ils se sauvent parce que... Ou alors, quelques-uns, ça m'est arrivé qu'ils se sont arrêtés, j'ai commencé à discuter avec eux, etc. Ils sont confondus en excuses. Qui ne savaient pas trop même ce qu'ils disent, etc. Ils ne savaient pas qu'on pouvait me parler. Personne n'est sommé, n'est obligé de se fondre dans la masse. Le foulard n'est pas interdit dans la rue.
Et la kippa ne devrait... les gens ne devraient même pas ressentir ce sentiment d'avoir peur. C'est un sentiment qui avilit, qui salit. Et ça veut dire que vous sentez que vous n'êtes pas à votre place et qu'on ne vous protège pas. C'est terrible. Donc quand j'imagine ce qu'ils doivent ressentir, mais je suis écœurée. Et j'ai honte. Et j'ai honte. Ça me fait souffrir pour mes compatriotes. C'est mes compatriotes. Personne n'a le droit de souffrir autant et de se dire « mes enfants sont en danger, je suis obligée de quitter mon pays ». Ma fille, quand elle sortait à l'extérieur, on la sentait en panique quand elle allait dans le bus, elle prenait le bus toute seule, elle avait peur un petit peu, elle manifestait une peur, elle disait pas dans quel lycée elle était, c'était compliqué pour elle. Dire que ma fille est partie en Israël à cause de ça, je pense qu'on n'en est pas loin. Je pense que ça a été quand même assez déterminant dans son choix de vie. Et quand elle t'a annoncé ça, comment t'as réagi? Je ne l'ai pas dissuadée. Je l'ai pas dissuadée, je lui ai pas mis un coup de pied pour qu'elle parte, mais je l'ai laissé faire. Honnêtement, je l'ai laissé faire. Là, tu as pensé. Moi, j'y ai pensé, mais ça devenait compliqué. C'était compliqué pour moi. D'un point de vue professionnel, c'était toute une reconversion qui était un petit peu compliquée. Il y avait une barrière de la langue, J'y pense plus maintenant, oui. Mais quand j'étais jeune, non, pour moi, j'ai jamais pensé à aller m'installer en Israël. J'aimais ce pays parce que, par sensibilité profonde, je pensais pas faire ma vie là-bas. Jamais. La conversation a eu lieu chez nous, comme dans beaucoup de communautés juives de France, pas seulement chez nous. Et on a envisagé effectivement de quitter la France, parce qu'on ne se sentait plus en sécurité, puis qu'on avait peur pour nos enfants. On vient chercher des enfants dans une école, on les tire par les cheveux pour leur mettre une balle dans la tête. C'était tellement invraisemblable et douloureux et inconcevable qu'effectivement, pour la sécurité de nos enfants, nous envisageons le fait de partir, de quitter la France, effectivement. Quitter la France pour un endroit particulier Soit Israël, soit le Canada. Et d'ailleurs, je connais plein de familles qui sont parties. On ne l'a pas fait parce que déjà, d'un point de vue économique, on n'avait pas non plus ce qu'il fallait pour partir. Déjà et d'un. Mais pas que ça. Léa était encore très fragilisée et pas remise, etc. Donc on attendait de voir une amélioration par rapport aussi à l'état de Léa qui était très choqué. Et puis, au fur et à mesure des mois et des jours, etc., on a un peu abandonné le projet, ouais. Pourquoi on devrait partir? On est là. On est français. On est français. En fait, on se rappelle qu'on est juif quand on nous fait la réflexion, en fait. En fait, moi, je suis française. Si tu me dis pas « Ah, mais t'es juive », j'y pense pas. Enfin, oui, je suis juive, mais c'est vrai, c'est moi, quoi. C'est dans ma maison, quoi. Oui, tu as déjà pensé partir. Comme juif, je pense toujours qu'il faut avoir un plan B. Il faut se battre à l'endroit où on est, pour ce à quoi on croit, mais avoir un plan B. Ça ne veut pas dire que j'aspire à partir. Ça veut dire que les Juifs ont deux cauchemars. L'avant-dernier des pires cauchemars, c'est qu'ils soient obligés de partir de l'endroit où ils sont, parce que cet endroit-là a subi une telle transformation qu'il est devenu invivable. Et le pire des cauchemars des Juifs, c'est qu'il n'y ait pas Israël pour y aller. היום יש לעם היהודי מדינה. היום יש לעם היהודי צבא. Quand Netanyahou vient ici pour dire aux Juifs qu'ils doivent aller en Israël, je ne l'accepte pas, c'est pas sa place, c'est pas son rôle à ce moment-là. En tant que chef de gouvernement de l'État d'Israël, il vienne exprimer sa compassion. Ça, oui, il est le bienvenu. Mais venir dire aux Juifs qu'il faut qu'ils partent vivre en Israël, ça, je ne peux pas l'accepter. C'est pas son rôle. Nous sommes des citoyens français et en disant cela, il alimente l'accusation de la fameuse double allégeance, etc. Donc ça, non, moi, c'est pas ma tasse de thé. Être juif en France, ça n'a jamais été facile, non?
Malheureusement, l'antisémitisme, je pense qu'il partira jamais de France. C'est un fait, c'est une réalité, il faut se faire à l'idée. Il y aura toujours des antisémites en France, toujours des gens qui vont droit du mal aux juifs, que ce soit des islamistes radicaux ou des mecs qui sont d'extrême droite ou même des mecs qui sont d'extrême gauche. Hein. Voilà, ça existera toujours. Il faut se battre contre ça. Il faut montrer que nous, les juifs, on vit avant tout en tant que Français, citoyens français qui apportent leur pierre à l'édifice de l'État français, au même titre que les autres. Et pas s'en cacher, pas non plus avoir peur, rester ici, vivre avec ses concitoyens, faire partie de la vie de la cité, de la vie de la République. Et voilà, après, malheureusement, oui, il y a des gens qui sont tués en France parce qu'ils sont juifs. C'est un fait, ça me rend triste, mais c'est pas pour autant que j'ai peur et que je vais prendre mes valises et que je vais partir vivre dans un autre pays. Qu'il y ait aujourd'hui des nouveaux antisémites, peut-être. Malheureusement, je suis pas sûr que les antisémites d'hier ne le sont plus aujourd'hui. Maintenant, est-ce que il peut y avoir des nouvelles questions, des nouveaux sujets qui n'existaient pas il y a 30, 40, 50 ans, qui peuvent, parce qu'ils sont mal compris, mal traités, dégénérer et des fois se traduire par des manifestations d'antisémitisme, conscientes ou inconscientes d'ailleurs. Malheureusement, je pense que c'est le cas. Il faut le regarder en face, ça sert à rien de se le cacher. J'ai reçu un caillou, un gros, joli caillou sur la main. Mais il me dit, sale bourgeois, sale juif. Qu'est-ce que ça vient faire, ça, dans une manifestation de revendication? Il s'est passé des choses assez graves cette année. Il y a eu une explosion des faits antisémites, pas spécifiquement à Toulouse. Mais de toute façon, ce qui s'est passé, c'est tellement grave qu'il faut en parler. Et puis, dans le quartier, les élèves que j'ai en face de moi, voilà, ça pourrait être un sujet. Parce qu'il faut s'y attaquer, parce que c'est quelque chose qui est aussi très présent, ancré culturellement, il faut le dire, hein, dans notre culture arabo-musulmane, sans que pour autant ça débouche sur des envies de meurtre ou de violence, hein, soyons clairs là-dessus. Hein. Donc il faut encore en parler aux élèves, et qu'on en parle aux élèves, ça fonctionne. Et ils se rendent compte que des fois des expressions leur échappent. Yudi, t'es démon en arabe, ça veut dire t'es juif, ou alors fais pas ton juif. Mais eux, ils associent pas ça à quelque chose de dangereux ou quelque chose d'ancien. C'est pas l'antisémitisme d'extrême droite qui a fait écrire des choses horribles là, genre les Judenraus, tout ça. Ça, c'est pas du tout. Mais il y a quand même quelque chose de culturel qui fait que ça reste, que ça se banalise si on n'en parle pas. Ça doit jamais être banal. Même si ça prête pas à conséquences physiques, ça doit jamais être banal. Les Juifs sont présents à Toulouse depuis si longtemps. Ça nous constitue, ça constitue cette ville. Je n'envisage pas du tout, mais pour moi maintenant c'est notre paysage. C'est mon environnement, enfin je ne sais pas comment dire. Et quand je suis arrivée ici, je l'ai fait en connaissance de cause. En me disant, bah, c'est super parce que mes enfants pourront voir des personnes différentes d'elles, en fait. Donc, moi, j'ai compris que je ne voulais pas une France sans juifs, par exemple. Voilà, c'est hors de question. Je trouve que si tous les juifs faisaient leur alia, bah, la France serait bien triste. Les questions que l'on me pose aujourd'hui, et les échanges que j'ai avec certains de mes corélégionnaires, c'est combien de temps encore on va échapper à quelque chose de dramatique, alors qu'on en a vécu un en 2012. Combien de temps il nous reste? Mais combien de temps il reste aux mêmes concitoyens français confrontés aux mêmes problèmes? À celui-là, je dis, le sort des Juifs est ton problème. Pas parce qu'ils sont juifs, parce que si eux reculent, parce que si on les attaque et que vous ne faites rien, si on les attaque en tant que tels, alors c'est vous qu'on attaquera après pour autre chose. Et c'est un discours qui n'est pas innovant de ma part. C'est le discours que tous les gens sensés tiennent depuis toujours. Un pays qui s'est attaqué à ses juifs, s'est attaqué ensuite aux homosexuels, s'est attaqué aux femmes, s'est attaqué aux minorités visibles, aux handicapés, etc., etc. Est-ce que c'est le pays que l'on veut ? Est-ce qu'on a traversé toute cette histoire dans ce pays pour avoir à ce point envie de reculer ? La communauté juive de Toulouse, c'est comme une étoile finalement. Et les étoiles, quand elles meurent, elles deviennent toutes petites
très lumineuses, puis après elles disparaissent. On appelle ça une naine blanche. Et je crois qu'en fait, la communauté juive de Toulouse, ça sera une naine blanche. C'est-à-dire que ça sera une communauté qui aura le souvenir de ce qu'elle a été, le souvenir des combats qu'elle a menés, le souvenir de sa grandeur passée, mais qu'elle n'aura pas d'espoir dans l'avenir. Mais au contraire, on sera dans quelque chose où les seuls qui ne seront pas partis, ce sera ceux qui en ont fait le choix. Et ceux qui ne pouvaient pas partir. Et ceux qui ne pouvaient pas partir seront forcément tristes. Donc je pense que la communauté juive de Toulouse dans 20 ans, c'est une communauté triste. C'est une communauté qui sera bunkérisée. Et ce sera une communauté le lendemain de fête. Je prends acte d'un désastre qui est en train d'avoir lieu, quoi. On découvre qu'il y a une communauté qui se transforme en peau de chagrin. Et quand je dis chagrin, je pèse bien ce mot, quoi, de chagrin. Voilà. Et puis, j'ai envie de dire aussi qu'il y aura toujours des non-juifs, et j'en serai, qui seront là pour dire on est avec vous. On est avec vous.